Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Fabienne et de ses chinchillas avec lesquels elle vit une véritable histoire d'amour. Les chinchillas, pour elle, c'est un nouvel enfant, entre guillemets. On fait des beaux grands-parents quand même. Tous, on est un peu débiles avec son animal, mais votre fille a l'air de dire que vous, un petit peu plus que les autres. Je vous remercie, mais bon, si vous voulez, je vous en prête. Et aussi l'histoire de Lionel, alias Yo-Yo le clown. Mais pour son fils Anthony, assumer cette image de père loufoque n'a pas toujours été simple. Pour moi, c'était vraiment la honte. Hello les amis! Vraiment la honte totale. Et voilà Yo-Yo! Pourquoi ça vous faisait aussi mal? Mais tu te rends pas compte de vivre avec un clown, mais c'est terrible. C'est fatigant en fait, c'est ça le problème. Nous verrons aussi l'histoire d'une aristocrate. Charlotte de Turckheim viendra nous raconter ce monde à part. Moi, je m'appelle en toute simplicité Baronne Anne-Charlotte de Turckheim. D'accord. Voilà. Et à quoi on reconnaît un comportement aristocratique dans les petites choses de la vie? Moi, par exemple, c'est les chaussures. Qui regarde les miennes. Super bien ciré. Bonjour madame. Bonjour. Vous appelez comment? Annick. Annick. Vous êtes déjà venue sur une émission de télévision? On vous a vu dans une émission Ça se discute déjà une fois. Ah, vous êtes déjà venue, oui. C'est un peu différent. Vous trouvez ça comment? C'est plus petit, c'est plus convivial. D'accord. Vous avez des animaux chez vous? J'ai un chat. Vous savez ce que c'est qu'un chinchilla? Chinchilla, pas vraiment, non. Non, vous allez découvrir ça. C'est une drôle de bête. Il y en a de Oui. plus en plus en France dans les familles. Et parfois, c'est les enfants qui ne comprennent pas ce que font leurs parents. Ah bon? C'est à suivre. Des applaudissements pour Annick, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans Toute une histoire. Alors aujourd'hui, l'histoire donc de Fabienne et Malvina. Comme beaucoup de parents, Fabienne a du mal à accepter que Malvina, sa fille unique, grandisse et s'éloigne de la maison. Mais comme peu de parents, elle a choisi une façon bien particulière de combler son manque d'affection. Pour continuer à avoir des bisous et des câlins à gogo, elle a trouvé une solution, un animal de compagnie. Donc pas de chat comme pour Annick. Fabienne a craqué pour un animal de compagnie plus original. Voici l'histoire de Fabienne, de Malvina et de Zaza. Donc j'étais en 4e et je suis rentrée un jour des cours et j'ai trouvé une cage, des copeaux, du foin et un chinchilla chez moi. Et depuis, la famille Chinchilla s'est agrandie. Chili, mon petit pépère, premier arrivé. Zaza, ma chouchoute, ma petite chérie. Leur petit garçon, Pouic Pouic, né à la maison, celui-là aussi. C'est trop mignon. Et Cannelle, sa petite femme, avec son caractère de cochon. Les chinchillas, pour elle, c'est un nouvel enfant, entre guillemets. Enfin, je pense pas qu'elle se rend compte que c'est que des animaux. Ah, elle va m'en vouloir quand elle va voir que j'ai dit que des animaux. Non, mais t'exagères. C'est vraiment comme un bébé. Regarde, on dirait que je la porte dans un petit sac kangourou, tu sais, comme les mamans. Et là, elle va rester, là. Là, elle bougera plus. Elle est en confiance. Ah bah oui. Ma Zaza. Oh là là, t'es jolie. Elle vient. Des fois, je me dis, si je pouvais rentrer dans la cage pour vivre avec eux, pour faire des moments de câlins, de caresses plus forts, oui, je le ferais aussi. Ma mère et mon beau-père, ils se rendent pas compte que petit à petit, c'est plus du second degré. Hein. J'ai l'impression que c'est de moins en moins du second degré. On fait des beaux grands-parents quand même. Oui. On me dit à chaque fois, mais... Pas depuis le temps. Hein, petit bébé, regarde. Et beau comme Pépé. C'est autonome déjà. On a un langage chinchilla. Devant chaque mot, nous mettons le mot chichi. Donc ça donne des chichi bisous quand on leur fait des bisous. On fait du chichi sitting quand on en garde quelques-uns à la maison qui ne sont pas à nous. Des chichis gratouilles derrière les oreilles. J'ai peur qu'à force, ils finissent tous les deux vieux avec des quinzaines de chinchillas et dans une petite maison remplie de chinchillas et de foin. Je demande d'accueillir Fabienne et Malvina, s'il vous plaît. Bonjour Malvina, ça va? Bonjour Fabienne. Salut. Comment ça va la fille et la mère? Ça va. Très bien. Bah, ça a l'air, Malvina, ça a pas l'air d'aller? Non, si. Ah bon? Je me suis vue, ça fait bizarre, mais Ah oui, ça c'est va. bizarre de se voir les premières fois, après on s'habitue. Hein. D'accord. D'accord. Vous êtes venus les mains dans les poches. Eh oui. Vous auriez aimé en voir. Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, ces animaux? Tout. C'est... Bon, déjà, au niveau du contact physique, bon, quand on sait qu'on a fait des manteaux de fourrure du chinchilla, bon, c'est vrai Ça fait mal au on cœur, se ça. doute que c'est quelque chose de très doux, très soyeux.
Ensuite, c'est plein de mimiques, ça a des petites mains, ça se tire les moustaches, c'est reconnaissant, c'est sentimental. C'est gentil. Ah, c'est super gentil. Quand mais vous- ils ont chacun un caractère bien pointu. Mais quand vous dites c'est reconnaissant, vous dites ça pour votre fille? Vous pouvez vous rapprocher de votre maman. Hein, Oui, pas on va vous se manger- rapprocher, un petit peu va. quand même. À la limite, oui. Je demande à Malvina de se rapprocher de sa maman, c'est la maman qui fait un bond. Ça veut tout dire. Mais non, mais c'est vrai que, contrairement à un enfant qui grandit, le chinchilla reste un bébé toute sa vie. Même s'il a 15 ans, ça restera un bébé. Ouais. Donc il y aura toujours ce lien un petit peu où c'est la reconnaissance déjà du ventre. Un peu que pleurer, là, l'enfant- vous changez de voix quand vous parlez des chinchillas. Ah, mais quand je parle des chinchillas, c'est... Mais de toute façon, moi, je dure des heures en parlant de chinchillas. Vous connaissez les chinchillas? Annick ne connaissait pas les chinchillas. Qui connaît les chinchillas? Vous connaissez, vous, madame? C'est assez peu connu. Je vous propose d'accueillir Bidule. Pauvre petit chinchilla. Ah, le voilà, d'accord. Wow. Oh. Sna. Alors moi, c'est la première fois de ma vie. Hein. Le pauvre, c'est honteux de Et l'avoir si vous fait saviez, en plus, il est venir. complètement orphelin, il est sans famille, madame. Oh là. Ah bah voilà, elle va le ramener maintenant. Oh, puis il est super beau en plus. Pourquoi vous êtes venu sans vos chinchillas à vous? Parce qu'un chinchilla est un animal qui est très sensible à tous les changements. Oui. Donc là, il y a beaucoup trop d'éclairage. Pour eux, normalement, il faut savoir qu'il dort à cette heure-là, mais il est vraiment craquant celui-là. Pourquoi il dort à cette heure-là? Il sort en boîte ce soir? Non, ce sont des animaux qui sont surtout nocturnes. Et donc en forme le matin et super en forme le soir. Et bon, c'est des animaux qui sont... Bah, écoutez, franchement, prenez ça dans vos bras. Ah oui, c'est vrai que pour faire un manteau de fourrure, c'est très doux. Non, Oui, n'est-ce pas? Oui. J'y ai pensé. Si vous voulez, je peux faire un petit trafic, j'en ai beaucoup à la maison. D'accord. Non, mais franchement, ça vous fait pas... C'est marrant, ces petits hommes. Oui, puis avec les fibrilles, c'est tout le temps en action. C'est relié, fais-toi, mon chéri. Il va vous faire un chichi bisou, Il va me faire un attention. chichi bisou, évidemment. Après, je vais être chichi complètement accro. Chichi gaga après. Et puis quand vous sortirez le soir, je ferai du chichi sitting, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous énerve chez les chinchillas? La gagaïtude qui est arrivée à ma mère depuis. La chichi gagaïtude. Oui, voilà, un truc comme ça. Ouais, bah, voyez. Mais non, mais le pauvre, il y a beaucoup de monde, c'est Comme stressant vous disiez, pour lui. elle parle avec une voix bizarre maintenant. Non, et puis c'est tout pour eux, quoi. C'est vraiment, c'est devenu très important à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau du temps. Il faut les sortir tous les soirs pendant 2 heures dans le couloir et puis parce que moi, voilà, je dois m'en occuper quand ils sont pas là, tout ça. C'est-à-dire sortir un chinchilla dans le couloir, ça signifie quoi? En fait, ils doivent sortir de leur cage pour plus être en prison. Non, disons que c'est carrément... Ça facilite Il aussi vous bien... énerve, Malvina? Il vous agace? Mais non, mais j'ai peur Il est qu'ils super s'en beau. aillent. Ah bon. Mais non, ça facilite beaucoup de choses pour eux. Déjà, bon, le fait de vivre en cage, c'est vrai que c'est pas sympa, même si c'est des grandes cages, parce que c'est un animal qui monte, qui a besoin de sauter. Donc, mais le fait de les sortir, ça améliore leur transit, ça les rend plus heureux. Donc, on les fait sortir. Un peu comme les hommes, finalement. Un peu comme les hommes, exactement. Ça a beaucoup de points communs avec l'humanité? Avec l'humanité, je ne sais pas. Avec les enfants? Avec les enfants, oui, beaucoup. Mais regardez, je sais pas, vous imaginez un enfant, un petit enfant de, on va dire, moins de 24 mois. Ben, on a tous cette attitude un peu bête, on est des gna comme ça. Parce que Avec le votre fille- chinchilla, alors tous, on est un peu débiles avec son animal, mais votre fille a l'air de dire que vous un petit peu plus que les autres. je vous remercie. Mais Je vous en prie. si vous voulez, je vous en prête. Et Ah. on verra, je reviens 15 jours après. D'accord. Et on voit votre comportement à vous. Quand vous voyez ce genre de petites choses qui vous laissent des poils partout sur un pantalon noir, quand vous voyez ce genre de petites choses, moi je sais que comme Vous penseriez que Zaza, ça prendrait autant de place dans la maison, franchement, Malvina? Non, mais quand c'est arrivé, en plus, déjà, j'étais pas du tout au courant qu'on allait en avoir un. Vous aviez quel âge? Je sais plus, j'étais en 4e, donc je sais plus l'âge exact, mais donc je suis arrivée, donc pour moi c'était bien un nouvel animal, donc je pensais que ce serait comme le chien, un truc drôle et affectueux. Et puis en fait ça sert à rien, c'est-à-dire que ça sert à plein de choses. Arrête, je parle. Et donc je vous dis c'est très fragile. Là s'il stresse, il va faire un lâcher de poils, il va se sauver, il va être tout nu. Vous en faites Je pas vais un me peu trop, retrouver vous en faites avec pas un des peu poils. trop, Fabienne, non? Je vous demandez à mon vétérinaire si un chinchilla stressé ne part pas direct en laissant les poils sur moi. Je vous promets que c'est Ça fait vrai. ça, Malvina? Parce que Malvina est une experte malgré elle en chinchilla. oui, voilà, malgré moi. Oui, ça fait ça perd ses poils et tout ça, c'est malade pour un rien, il faut faire attention à la nourriture, à l'eau, à tout. Et ça fait que dès que maman n'est pas là, ça tombe malade parce que voilà. dépresse. Et donc c'est de ma faute et donc je les tue. Vous avez l'impression qu'en termes d'affection, ces animaux, et là je suis un peu plus sérieux, ont pris un petit peu votre place dans la famille?
Non, mais ils vont le faire dès que je serai plus là. Non, mais... Ça remplace avantageusement un enfant, un chinchilla, Fabienne? Franchement, avantageusement. Oui. Avantageusement, dans le sens purement, je veux dire, sentiment concret, comme ça, tactile, quelque chose de... C'est extraordinaire, quoi. Mais ça vous... Moi, je suis pas assez poilue et tactile. Et non, mais au moins, un chinchilla, on ne verra jamais promener. Voilà. Un chinchilla ne fait pas sa crise d'adolescence. On va continuer cette conversation avec Malvina et Fabienne dans un court instant. On va voir que Malvina n'essaie de ne pas se laisser faire. C'est sa rébellion qu'on va voir juste après cet aperçu de ce qui nous attend un petit peu plus tard dans l'émission. Charlotte de Turckheim sera notre invitée pour nous présenter son film Les Aristos et répondre à vos questions. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire d'Almodis, une aristocrate devenue comédienne. On m'a appris les bonnes manières, sans forcément être prout-prout. Tout comme Charlotte de Turckheim, qui sera là pour nous raconter ce monde à part. Ma petite sœur me disait « J'espère que tu vas pas faire des films de sexe nu ». Mais je lui ai dit « Comment ça ?» Et mon père me dit « Écoute, je veux bien actrice, mais pas de film pornographique. » Oui. Je dis « Mais enfin... » Vous nous rejoignez au moment où on s'apercevait tous ensemble combien cet animal pouvait être généreux puisqu'il a fait un petit cadeau à sa nouvelle maman que nous avons immédiatement remis dans la cage et sa maman nous a précisé qu'il faisait ça très sec, très propre, ce qui changeait également des enfants. Voilà, c'est des petites crottes propres. En gros, votre maman nous a dit en préparant cette émission que c'est parce que vous la privez un peu de câlin qu'elle a dû se rabattre sur des manteaux de fourrure, c'est vrai ça? En fait, ils sont arrivés avant que je les prive de câlin, mais crise de l'adolescence oblige et puis rébellion de pacotille. Oui, c'est vrai, je me suis éloignée parce qu'avant, c'était une relation très, très fusionnelle. Enfin, peut-être pas aussi normale après de rester dans une fusion comme ça avec sa mère jusqu'à X ans. Pourquoi? Mais c'est bien. Non, pas trop. Vous êtes fille unique? Oui, donc voilà. Et on était longtemps que toutes les deux, donc voilà. Et c'est sûr que les chinchillas, après, elle a un peu tout reporté. Elle a un petit besoin qu'on soit dépendant à elle. Donc, là, je pense qu'elle a tout à fait raison. J'aime beaucoup le fait que, comme l'enfant, le chinchilla reste dépendant. Et, toute sa vie? Oui, toute sa vie. Il faut savoir que le chinchilla, c'est un animal vraiment à part. Et ça devient un petit peu trop à la mode à notre goût, quoi. Nous, les vrais fanas. Parce que bon, les gens achètent ça comme ils achètent un hamster ou un lapin. Ça ressemble à un hamster ou un lapin. Ça n'a un croisement des deux un peu. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut savoir que ça vit une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Que ça a une alimentation on ne peut plus pointue. Oui. C'est pas le cobaye à qui vous pouvez donner vos épluchures, ni rien. Mais justement, Malvina, votre fille dit que ça coûte cher à la maison quand même. Hein. Ça coûte relativement cher. La nourriture? La nourriture, c'est une marque bien précise. Et eux, malheureusement, c'est aux grandes dames de Malvina, eux ont de l'eau minérale et nous, on a de l'eau du robinet. De pas vrai. Ah si, parce qu'on estime que pour leur transit, c'est mieux. Mais bon, si elle avait besoin d'eau de minérale, je lui en offrirais avec plaisir. Besoin, pas envie. Je précise. Toujours. On va donner la parole à Irène Diamantis, qui est psychanalyste, n'y voyez pas, quoi que ce soit. Irène, bonjour. Est-ce fréquent de voir des parents qui cherchent de l'affection chez les animaux que leurs enfants ne leur donnent plus parce qu'ils deviennent adolescents? Oui, mais je crois que les animaux ont ceci de commun avec les petits-enfants. Les bébés, c'est de ne pas parler et de tout attendre. Madame disait qu'elle adore la dépendance. Et je crois en même temps... Au moins, c'est franc. C'est franc. Qu'elle ait trouvé des chinchillas, c'est peut-être une chance pour sa fille. Parce qu'il y a des parents qui continuent à traiter en chinchilla leurs enfants devenus grands. Par exemple, je connais une mère qui, au train, dit à son fils, devant sa femme et son enfant, « Est-ce que tu as bien fait pipi ?» Il a 35 ans. Donc, les chinchillas, c'est une solution économique. Pour couper le cordon, en plus, c'est plus agréable. Au moins, Malvina peut faire sa vie, ce qui est déjà très bien. Et je crois qu'effectivement, il y a une jouissance particulière à avoir un être humain qui attend tout de vous, c'est une jouissance que les mamans connaissent, qui est nécessaire, et un être humain où vous procédez par décret. Il a froid, il a chaud, c'est-à-dire qu'il est complètement soumis à votre bon plaisir. À partir de quel moment il faut surveiller? À partir de quel moment on peut avoir l'impression qu'on perd un peu la boule, soi ou sa maman? Quand on achète un climatiseur pour ces chinchillas. Vous l'avez pas fait, ça? Si. Je vous dis, ce sont des animaux très sensibles au changement de température. À partir du moment où il y a un taux d'hygrométrie, une température élevée, ils meurent. Mon vétérinaire peut vous le dire, c'est des cas de
de morts très fréquentes, ne serait-ce qu'au mois de juillet, il y a encore eu beaucoup de décès dans les chinchillas. Vous avez pensé à une chichithérapie, non? Non, pas encore, ça va peut-être venir. Et si je me mets entre le climatiseur et la cage, je me fais engueuler parce que je prends leur air alors. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Irène, à savoir que ça vous permet de prendre votre envol, de couper votre cordon? C'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle est encore dans l'entre-deux. C'est-à-dire que les chinchillas, ils la satisfont pas encore tout à fait. Il faut que... Mais ils ont encore besoin de leur fille, comme ça, c'est bien ça. Oui. Mais vous voyez à quoi vous avez échappé en même temps tous les jours. Ça, je suis soulagée pour l'avenir. Non, mais ça va. C'est bien si c'est un échappatoire, après, s'il me remplace, mais il ne faut pas non plus qu'il me remplace de trop. Parce que sinon, vous allez être triste, là, pour le coup. Non, oui, c'est sûr, mais déjà, des fois, quand on vient de s'engueuler, ou elle dit bien fort, « Ah, eux, au moins, ils sont gentils. » C'est vrai, j'ai tendance à faire ce genre de petit pic en disant, au moins, eux, on a au moins la reconnaissance du ventre, ils sont gentils. Du ventre, si on peut dire, oui. Donc, Fabienne, on va regarder ce reportage, vous faites tout pour vos chinchillas, vous leur donnez tout votre amour, toute votre attention, au grand désespoir de Malvina, qui a souvent l'impression de passer après les petits chouchous de la maison. Alors c'est sans doute une question d'équilibre, on se fait une idée en regardant ça. Malvina, j'ai pas pris la bouteille d'eau, tu peux me l'amener s'il te plaît? C'est en bas, Non, bois l'eau du robinet, puis tu payes 15 € pour l'eau minérale. Oh, je t'en prie. Et puis c'est très bien en plus que c'est très bon pour leur transit, que sinon ils ont des gros problèmes intestinaux. Le jour où tu as un problème intestinal très grave, je te promets, je te jette la même marque d'eau des chinchillas. Allez, mange ça, ça va te donner soif. Pour boire la bonne eau que Malvina voudrait avoir. Elle essaye de me rendre jalouse d'eux. La comparaison n'a pas tellement lieu d'être, mais elle essaye d'insinuer ça de temps en temps. C'est vrai que pour eux, je suis prête avec Denis à faire un petit peu tout et n'importe quoi. On leur a acheté un climatiseur. On fait plus de 100 km aller pour les emmener au vétérinaire en Belgique. Et qui dit vétérinaire dit les frais qui vont avec. Et ça va jusqu'aux échographies, bilan sanguin, etc. L'alimentation aussi qui est très sélectionnée, très pointue. Vous faites des économies de bout de chandelle sur plein de trucs et puis sur eux jamais. Non mais c'est vrai. On fait des économies de bout de chandelle pour pouvoir élever les chinchillas comme il faut. Élever les chinchillas comme il faut. Voir tu les élèves. Bah oui. Les chinchillas, eux, ils vont jamais me dire que je les étouffe. Elle part du principe maintenant que moi je suis plus du tout affectueuse étant donné l'âge et l'émancipation et tout ça. Et donc elle se dit que les chinchillas sont sa nouvelle source d'affection maintenant que j'ai grandi. Au moins, les chinchillas, ils ont toujours besoin d'elle et ils auront toujours besoin d'elle, donc ça, c'est pratique pour elle. Il n'empêche que je reste persuadée qu'ils sont hyper reconnaissants et qu'ils savent ce que je fais pour eux. Comment tu peux savoir, maman? Parce que c'est une question de feeling, j'ai un contact. Et bah voilà, mais dans ce cas, dis-toi que moi, ils ont le droit de penser que c'était juste des bestioles. Tu peux pas me dire que c'est pas... Ils n'ont pas de sentiments pour moi, ils n'ont pas... Si, ils ont quelque chose. Bah, si ça te fait plaisir, après, je vais pas te priver de ça, mais moi, je pense pas. Je suis venu à chichi dépendant. Non, je reconnais que c'est extrêmement dur. Ah, encore un petit cadeau. Tenez, c'est pour la maison. Donnez, madame. Vous voyez, regardez, franchement, c'est... Voilà, tout sec, etc. Alors, je ne sais pas s'il boit de l'eau minérale, mais en tout cas, transit impeccable. Ah oui, franchement, il y a de belles crottes. Comme ils font dans la nature, ces petites bêtes, ils vont au supermarché? Vous savez où ça vit, normalement? Ça vivait sur la cordillère des Andes. Donc, c'est des milieux très secs et tout. Là-haut? Oui. Dans les montagnes? Ça se nourrissait de racines et tout. Il n'y en a presque plus à l'état sauvage. J'ai le sentiment quand même, Malvina, que si vous riez de la situation, je trouve que vous trouvez ça avec beaucoup d'humour, il y a des moments quand même où c'est un peu plus compliqué. Quand vous voyez la relation que votre maman a avec Zaza, est-ce que vous avez une petite pointe de jalousie? Non, ça c'est une légende. C'est pas de la jalousie, c'est plus de l'agacement. Je trouve que c'est pas justifié. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, cette maman, que vous jugez un petit peu immature? Bah, peut-être... Faut lui faire passer un message, c'est le moment, elle n'est pas très loin. Non, mais peut-être qu'elle devrait essayer d'être moins excessive par rapport à ces chinchillas. Dans le sens où pas toujours prendre une voix très aiguë pour appeler Zaza, pas toujours penser à eux et pas toujours vouloir que moi je pense à eux si ça m'intéresse pas plus que ça. Parce que c'est pas ma responsabilité à la base, elle l'a choisi et c'est la sienne. Et j'ai pas envie de subir des conséquences s'il leur arrive quelque chose et que ce soit toujours de ma faute quand il leur arrive quelque chose. Ça aussi, c'est... Oui, c'est un poil de jalousie quand même. On dirait que vous parlez des petits jumeaux qui sont arrivés après vous dans la famille. Je préférerais des petits jumeaux quand même. Ouais. On va écouter une autre histoire qui va vous permettre également peut-être de prendre un peu de recul par rapport à la vôtre. Bidule va retourner chez lui. Vous l'adoptez ou pas? Ouais, j'aimerais bien, oui.
Je vous rassure, il est entouré d'affection, ce petit chinchilla. De toute façon, visiblement, il est souvent manipulé parce qu'il accepte bien les chichis gratouilles. On continue avec ses parents immatures, avec l'histoire de Lionel et Anthony. Lionel, c'est le père, Anthony, c'est le fils, du moins sur le papier, car dans les faits, c'est beaucoup moins clair. Lionel est clown à la ville, professionnel, mais malheureusement, pour son fils, aussi à la maison. Alors, être un adulte responsable, ça n'intéresse pas vraiment. Une philosophie de vie qui n'est pas du tout du goût d'Anthony, qui est son fils aîné. Je suis clown, moi, depuis bientôt 20 ans. On m'a toujours appelé Yo-Yo depuis que je suis petit, donc Yo-Yo, c'est devenu Yo le clown. Mon père, en spectacle, il me fait rire, c'est incroyable. Mais en spectacle, voilà, en fait. Après, dans la vie, il a fait tout le temps, moi, je trouve. Salut Freddy. Ça va? Toi la vedette aujourd'hui? Ah, moi je suis toujours la vedette, tu vas dire. Salut les petits escrocs. Ça va? Ça va? Là, voilà, j'ai honte là, par exemple. Comment ça va les empoisonneurs? Comment ça les empoisonneurs? On connaît pas ici, connaît pas les frères. Comme d'habitude. Il parle à tout le monde, à tous les stands, il connaît tout le monde et voilà. Donc je suis la petite star locale de Cavignac, du marché, moi. Alors Anthony, t'aimes toujours faire les courses avec moi? Non. Comment ça, non? Il fait le pitre constamment. Il rentre dans le magasin, il va siffler partout, très fort, il chante, il parle avec tout le monde, blablabla, blablabla, et ça va. Papa, on y va. Le collège, pour moi, ça c'était ma souffrance numéro 1, je crois. Pour l'école, quand il venait me chercher avec ses voitures toutes rafistolées, qu'il avait repeint toutes les couleurs. Hello les amis! Pour moi, c'était vraiment la honte totale. Vraiment, la plus totale. C'est compliqué quand t'as un gosse qui est en fac de psycho, comment tu veux qu'il comprenne la vie que je mène moi? Quand il monte dans ce taxi et tout, comment tu veux que ce gamin il comprenne que lui qui est parti dans une vie bien rangée, bien coincée, bien un petit peu bourge. Il est comme un enfant, il ne pense qu'à s'amuser. Et il ne prend ou il ne veut assumer quasiment aucune responsabilité. Aucune. Et voilà Yo-Yo! Ça va les enfants? C'est des vrais clowns bio, ça madame! Il mettait un bordel à la maison, mais incroyable. Toujours avec 10 potes à la maison, boire l'apéritif, tout ça. Je faisais à manger, je faisais la vaisselle, je rangeais, je lavais. Quand on a 17 ans, 18 ans, c'est lourd quoi. Mon père était très carré, très strict et tout. Moi je pensais qu'en étant permissif c'était facile et en fait je me rends compte que quand ils en parlent, je suis pas le père idéal pour eux. Ça me fait de la peine évidemment parce que bon, quand on élève des enfants, on serait content qu'ils nous aiment et qu'ils apprécient à fond ce qu'on a fait et tout pour eux. Cet enfoiré là, tu sais pas cet enfoiré en plus, la fête des pères, il passe même pas un petit coup de fil pour lui dire bonne fête papa. Mon père c'est que ça. C'est que ça. C'est faire la fête, avoir des gens à la maison, s'amuser, rigoler. Ça s'arrête à ça, en barre. Je suis un clown, je suis pas un homme, je suis un clown. Et ça me plaît bien, quoi. Voilà. Anthony. Bonjour. Asseyez-vous. Yo-Yo va nous rejoindre d'ici quelques instants. Ça va être l'occasion de parler de parents. Comment vous avez réagi à l'histoire de Fabienne et Malvina? C'est mon père, pareil, aussi excessif, aussi tout dans ce qu'il fait, tout ça. Mais un peu différent quand même, je trouve. Yo-Yo, c'est Lionel. Lionel et Yo-Yo, c'est donc votre papa. Un papa clown, alors pour les enfants, ça peut être un rêve. On se dit c'est la fête tout le temps à la maison. Et bien, il y a quand même des petits problèmes que ça peut poser. Quel regard vous portiez quand vous étiez petit? Petit, pour moi, je comprenais pas. En fait. C'était mon père, c'était un clown et c'était mon père en fait. C'était juste mon père et mes copains étaient toujours ah ton père il est clown trop bien et tout. Ouais, mais je sais pas, moi c'est normal. Mais quand on grandit, c'est dur vraiment. Moi, adolescent, pour moi, c'était l'horreur, c'était une catastrophe. La scène avec à l'école, au collège, avec les voitures qui repeignaient, qui découpaient à la tronçonneuse, tout, pour moi, c'était horrible. Quand ils venaient vous chercher à la sortie de l'école, on a tous un petit peu honte quand nos parents viennent nous chercher à la fin de la sortie de l'école avec leur voiture. Mais là, le taxi jaune et tout ça. Ben, on voit que lui, quoi. C'est ça, en fait. C'est Yo-Yo. Ouais. Oui, c'est mon père, voilà, c'est ça. Et vos copains, ils appréciaient, eux? Ah oui, ils étaient fans. Ah, c'est leur fan numéro 1. Quel reproche numéro 1 que vous faites à votre père? Le reproche numéro 1, je sais pas, c'est qu'il est toujours... Il fait toujours tout à fond, en fait. Et
il est égoïste en fait. Il est tellement égocentrique qu'il ne fait tout que par rapport à lui en fait. Ses goûts, ses envies en fait. Comme le coup de l'école, moi j'ai voulu dire arrête, j'ai horreur de ça. Il le faisait quand même. Pour lui, c'était son besoin en fait. Il avait ça. Pour vous, c'est plus un père-enfant qu'un père-père quoi. C'est un clown en fait. C'est un clown. Ouais. Je vous demande d'accueillir Yo-Yo s'il vous plaît. Enchanté. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Asseyez-vous, à côté 1. Ça va pas. Ça va pas. Bah alors, non, parce que ça fait 20 ans que je rêve d'une entrée comme ça et puis ils ont pas beaucoup, alors je commence. Alors d'accord. On vous comprend. Ça va beaucoup mieux. Vous avez décidé d'être clown tout petit? C'est un peu familial. Dans la famille, chez nous, c'est des gens de cirque, donc il y a eu beaucoup de clowns, quoi. Bon, familial au-dessus de vous, quoi, les générations avant. En Oui. revanche, votre fils n'est pas clown, lui. C'est mal parti. Hein. C'est un clown triste, un peu. Non. Vous regrettez? Non, hein, chacun fait... moi, mon père était marchand de voitures, alors chacun fait ce qu'il veut, quoi. Vous me disiez que c'était dans la famille, il y a un instant. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère, c'est que des gens de cirque, donc... Et il y avait beaucoup de clowns, quoi. Quand votre fils vous disait qu'il ne supportait pas que vous veniez le chercher en taxi jaune à la sortie de l'école, pourquoi vous le faisiez quand même? Parce que j'avais pas d'autre voiture. Oh, quel menteur. Ah non, c'est pas vrai, c'est un menteur. Non. Non, vraiment, j'ai pleuré et tout, mais non. Mais c'était à ce point? Ah ouais, non, mais vraiment, pour moi, c'était une torture, vraiment. Mais pourquoi ça vous faisait aussi mal? Mais je sais pas, en fait, je voulais être... comment dire? Pas comme vous, en fait. Anonyme. Voilà, normal, en fait. Ouais, Et tout moi, sauf normal. je ne supporte pas l'anonymat, c'est terrible. Et puis à tel point que vous faites partager votre fils, quoi. C'est ça l'avantage. Vous avez des discussions quand même pendant son adolescence pour essayer de lui expliquer ce qu'est votre démarche? Quand il était plus petit, on en avait parlé un peu et ça le gênait pas. C'est arrivé, comme il a dit tout à l'heure, à 12-13 ans, là, que ça commençait à... Mais il avait besoin d'avoir un père qui soit plus présent? Présent, je pense que j'étais assez présent. Plus calme. Plus calme et plus anonyme, quoi, en fait. Voilà, il aime bien se fondre dans le... Alors, je voulais dire plus présent dans son rôle de père, je voulais dire. Oh non, c'est quand même mon père, hein, comme problème, il est très affectif et tout, mais il est... Il est affectueux? J'étais assez carré aussi, je pense, quand même, mais exubérant. Carré aussi? Ah non, mais rien. Rien. 11 ans, je faisais ce que je voulais, hein. Je sortais quand je voulais, à l'école, j'y allais pas. Oh, c'est pas grave, pas de problème. Oh. Vous avez honte de votre père? Oh non, pas du tout. J'ai eu honte petit, mais maintenant, c'est... non. Alors, vous portez quel regard sur votre père? Ah, moi, je suis super fier. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé, alors, au fond? Au fond, c'est que maintenant, je suis différent, j'ai grandi un peu, donc j'ai pris mon recul, en fait, on vit plus ensemble. Moi, j'habite... vous êtes parti loin, vous partez en Allemagne? En Allemagne, juste pour un an, je reviens, mais je repars après, mais... Enfin, je bouge en fait tout le temps. Mais vous deviez partir, vous aviez besoin de partir pour vous construire? Pour moi, c'était obligé en fait. Partir, c'était mon objectif numéro 1, c'était je veux partir n'importe où, mais partir quelque part. Pourquoi? Pour quitter cette ambiance et pouvoir vous construire dans votre indépendance? Ça vous fait mal au cœur, ça ou pas? Mais tu te rends pas compte de vivre avec un clown, mais c'est terrible. C'est fatigant en fait. C'est ça le problème. Et vous avez divorcé quand votre fils avait quel âge? 17 ans. 18 ans, ouais, je conduisais 18 ans. D'accord, donc vous êtes clown, beaucoup à l'extérieur, beaucoup en représentation, comme on dit. Toujours. Qui faisait tourner la maison? Leur mère restait toujours à la maison, moi j'étais plus sur les routes. Et ensuite? Après, il venait avec moi aussi, quand il avait un peu oublié de se lever le matin pour aller à l'école. Et que je le réveillais pas. Non, en fait, il est venu avec moi très tôt quand même sur les routes aussi, quoi. J'aimais bien les amener avec moi. D'accord, plutôt qu'ils aillent à l'école même? Vous pensez que c'est une autre école, une école de la vie? Plutôt, ouais. Oui. Vous avez vraiment voulu que vos enfants vous suivent dans votre voie? Qu'ils comprennent votre métier? J'ai surtout voulu qu'ils apprennent la vraie vie, quoi. Je trouve qu'à l'école, on n'apprend pas la vraie vie, quoi. La vraie vie, on l'apprend tous les jours. On apprend tous les jours la vraie vie en la vivant, en venant ici, en allant faire une animation à Lille, à Paris. Vous n'avez pas l'impression d'avoir manqué à vos responsabilités de papa? Non, parce qu'il est en fac de psycho depuis la 3 ou 4e année. Tu m'étonnes. Donc je pense que... Je pense qu'il n'a jamais repiqué une classe ni rien, donc bon, voilà. C'est faux, mais c'est pas grave. C'est faux? Vous avez repiqué? Oui, une fois, une seconde. Oui, j'avais oublié. Mais là, je le pardonne, c'était... T'as oublié? J'avais oublié. Ah oui, alors attendez, vous le pardonnez, mais est-ce que lui, il vous pardonne d'avoir oublié? Maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix, en fait. On accepte, à force, on peut rien faire. Il vous reproche d'être égoïste, en fait. Il vous reproche de penser qu'à vous, de penser qu'à votre monde. C'est pas ça, en fait. C'est juste qu'il est, je dirais, égocentrique, c'est pas pareil. C'est pas très loin. Non, c'est un peu différent, quand même. C'est un peu différent. Égocentrique, c'est-à-dire qu'il faut que ça tourne autour de lui, comme un enfant, en fait. C'est comme un enfant. Pareil, autour, tout le monde. Malvina, vous comprenez ce que veut dire ce jeune homme? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez?
Non, c'est sûr que c'est très différent parce qu'elle est quand même beaucoup plus responsable. À la limite, c'est son besoin de responsabilité qui est gênant parce que moi, elle me bloque à ce niveau-là, tandis que là, apparemment, il l'a bloqué en faisant juste strictement l'inverse. En faisant l'enfant. Qui est le père, qui est le fils dans le couple? Moi, j'ai quand même l'impression d'être le père, quand même. Ça signifie quoi, père, pour vous? Ah ben, de m'occuper de lui, d'abord de subvenir à leurs besoins quand même quand ils sont petits, matériels quand même déjà, et puis leur donner une certaine éducation assez... Bon, donc pas rigoureuse, puisqu'il a dit qu'elle n'était pas rigoureuse. Vous avez vu quelques oublis quand même dans sa scolarité, visiblement. Il semblerait. Quels sont les grands principes de votre éducation? Ben moi, j'aime beaucoup quand même le respect. Quand même. Je ne supporterai pas pour rien au monde qu'il ne me respecte pas en tant que son père. J'aime bien quand même, malgré tout, malgré ce côté enfant, j'aime bien qu'il m'appelle papa. Je ne suis pas du tout permissif comme certaines personnes qui aiment bien que leurs enfants les appellent par leur prénom et tout. J'ai horreur de ça. Et j'aime pas bien... de yo-yo, donc. Non, j'aime bien qu'il m'appelle papa, c'est tout. Cet égocentrisme dont il parle, vous êtes d'accord? J'ai l'impression que vous êtes d'accord, presque. Probablement, oui. Vous êtes dans votre monde, quoi. Ouais. C'est le monde des bisounours? C'est le monde de Casimir? C'est le monde de Yo-Yo. C'est plus loin, c'est Kiki le clown. C'est son monde, c'est ça en fait. C'est son monde. C'est son monde à lui. Le chef du monde. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui vous fera vraiment rigoler plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a un moment de la vie où c'est peut-être plus compliqué. Je pose la question à Irène. Mais c'est surtout, vous êtes permissif surtout vis-à-vis de vous-même. C'est ça qu'a éprouvé votre fils. Hein, tout est permis sans limite. En même temps, quand on est clown, il n'y avait pas de séparation pour vous. C'est votre vie entière d'être clown. Alors, on comprend quand votre père arrivait bariolé avec des taxis jaunes, je comprends. Mais quoi que fasse un parent, il y a toujours un moment où ce privé public est violent. Un père qui arrive trop aristocrate, justement, c'est pareil. Il y a les enfants aiment être majoritaires et votre père, effectivement, il était seulement minoritaire. Alors, c'est pas tant ça. Alors, c'est vrai que vous avez pris un peu légèrement, mais en apparence seulement. Il n'allait pas à l'école, on s'en fout. Mais il a des vraies valeurs en même temps à lui donner. Alors, on voit bien quand même que vous faites un chemin à vous, dont le père a dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, c'est très coincé ce truc-là. Faire psycho, ça vous surprend qu'il fasse psycho? Non, mais ce qui ne me surprend pas, je le trouve extrêmement debout. Je veux dire, son père lui a transmis quelque chose en même temps, même si ça vous a vraiment son monde d'enfant. Alors, il vous a transmis une maturité, puisque quelquefois, c'est lui l'enfant. Mettre votre enfant dans l'embarras, c'est un peu votre manière de l'éduquer, de le forcer à réagir, à trouver ses marques? Maintenant que je sais que je l'ai mis dans l'embarras, je le regrette, mais c'était pas. Vous n'en êtes pas rendu compte? Non, parce que moi je vis toujours comme ça, quoi, en fait. Donc. Et quand il faisait la gueule quand vous alliez chercher un taxi jaune, par exemple? Mais je comprenais pas, en fait, quoi. Je comprenais pas. Mais en fait, c'est marrant, les gamins, parce que ce soit avec le taxi jaune ou avec une voiture de très grand luxe, mais qui se démarque, ça lui plaisait pas non plus. Il voulait vraiment se fondre dans l'anonymat, quoi. Il en avait peut-être un petit peu assez d'être toujours... Et ça, vous n'avez pas pu le respecter parce que c'était pas votre monde à vous? Moi, je peux pas. Moi, il fera ce qu'il voudra de sa vie, quoi. Mais en fait, moi, il veut qu'il me laisse vivre la mienne, quoi. Je trouve... Vous l'aimez, votre père? Ah oui, oui, c'est mon père quand même. J'aime bien quand même. Non, bah oui. Je vous pose la question. Vous l'aimez, votre père? C'est comme Yo-Yo qui refait son entrée. Oui, oui, tout court, voilà. Ouais. Merci à tous les deux. J'espère que c'est bien de discuter ouvertement. En plus, on est aujourd'hui mercredi, donc il y a beaucoup d'enfants et de parents qui sont devant la télévision et qui se posent des questions par rapport à l'éducation. Une courte bande-annonce des nouvelles histoires qui vous attendent dans les jours à venir. Puis Charlotte de Turckheim et Armel viendront nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler d'un monde à part. C'est pas celui des clowns, c'est celui des aristos. Merci d'être venu. C'est pas le même. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Romain, Julien et Inès. Argent, fête, paillettes, leur vie semble facile. Je peux pas passer une soirée sans boire, sans fumer des cigarettes. Des grosses sommes d'argent que j'ai dépensées très rapidement. Donc... Combien par exemple? 25 000 €. En combien de temps? 15 jours. Certaines personnes travaillent, d'autres dépensent de l'argent sans avoir travaillé avant. Moi, j'ai pas nécessairement envie de me battre. Mais l'histoire de cette jeunesse dorée est souvent teintée d'ennui et de mélancolie. Quels sont les grands plaisirs que vous trouvez dans cette vie-là? Très bonne question. Très bonne question. Pas trop de plaisir. Le faire passer la vie, peut-être. C'est vrai qu'un jour, il faudra peut-être se calmer. Enfin, je pense. Le désespoir, c'est aussi un luxe. Il faut avoir le temps d'être malheureux. Et une solution pour ça, c'est trouver un boulot. Hein. Oui. Vous y avez pensé? Je pense, oui. Et aussi l'histoire de Philippe. Il a retrouvé Corinne, son premier amour. C'était plus que simplement un coup de fil pour prendre des nouvelles, quoi. Non, je lui ai dit, bon, ben voilà, si t'es encore amoureuse de moi, je suis libre. Je viens de divorcer, donc... Imaginez, 20 ans plus tard, ça doit faire drôle.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, je dirais, l'aristo la plus sympa et la médiatique de France, accompagnée d'Armelle, la roturière la plus aristocrate. Voici Armelle et Charlotte de Turckheim, mesdames et messieurs. Bonjour Charlotte. Allez-y, asseyez-vous. Ça c'est sympa, hein. Moi quand j'arrive pour présenter l'émission, ils font pas pareil. Hein. Pas pareil. Non mais c'est ça, c'est comme ça. Oui. Mais vous pouvez m'appeler baronne hein, si vous voulez. Bien sûr. On dit noblesse oblige dans ces cas-là. Absolument. Donc vous êtes aristo, on le sait, Charlotte baronne. Et le 20 septembre prochain sort un film que vous avez réalisé qui vous tient spécialement à cœur, qui s'appelle Les Aristos. Oui. Les Aristos de 2006, ce que vous décrivez dans votre film ressemble à quoi ? À peu près ce qu'il y a dans mon film, c'est-à-dire une espèce de galerie de portraits des familles quand même extrêmement différentes les unes des autres, allant du très fauché à l'extrêmement fauché. Attaché à sa maison, à sa terre, à ses traditions. À ses traditions, mais avec en même temps, c'était un peu compliqué de dire les aristos, c'est un terme générique. Et en plus, des aristos. Un aristal des aristos. Un aristal des aristos, exactement. Et donc, ça permet de faire une espèce de voyage en Aristoland et de voir un petit peu comme différentes familles de koalas, vous voyez, un peu comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent, comment... Voilà, vous êtes entouré de nombreux acteurs, dont Armelle. Quel est votre rôle? Parce que vous n'êtes pas une vraie noble, vous, à l'origine. Non, je suis une actrice. Vous êtes une actrice roturière. Oui, parce qu'elle fait ma belle-fille autrichienne, qui est née princesse Caroline von Unterwark sur Unterwark. Voilà. Vous avez fait simple, hein? Oui, j'ai fait simple. Moi-même, je m'appelle Comtesse Solange d'Arbach de Neuville, née Poitou-Castilla de la Taupinière. D'accord. Et dans une vie normale, tout ça serait sur votre carte d'identité? Moi, je m'appelle dans toute simplicité Baronne Anne-Charlotte de Turckheim. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on garde, quand on se marie, est-ce qu'on garde son prénom de jeune... Son prénom... Son prénom de jeune... Oui, je garde mon prénom. Votre prénom, oui. Non, moi, je m'appelais Catherine avant de me marier. Puis depuis que je suis mariée, je m'appelle Charlotte. Mais non, je rigole. Ah bon, d'accord. Ouais, il faut tout me dire, parce que moi je prends tout au premier degré, c'est le problème. Ce qui est vachement bien avec le thème des aristos, c'est que les gens en fait, s'imaginent des tas de trucs sur la manière dont on vit. C'est vrai, il y a beaucoup de fantasmes. Beaucoup de fantasmes. Donc, on s'habille comme tout le monde. Ah bon? Oui, mais nous quand on fait quand on pète, ça sent bon. Oui, voilà. Ça c'est une petite différence. Ça ne me surprend pas. Vous devriez être au courant, monsieur de la rue. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi j'ai écrit ça en un seul mot, j'essaie de faire plus simple. Mais nous acceptons avec Armelle de faire que des émissions. Les présentateurs ont au moins un semblant de particules. D'accord. Voilà. On retrouvera dimanche chez Michel de Drucker. En attendant, voici la bande-annonce du film. Non, mais Michel du Drucker. Pardon. Oui, je sais, c'est injuste. Dieu, qui fut à nos côtés depuis les croisades, semble nous avoir abandonnés. Ah, sympa. Nous sommes dans la merde. Le quoi? Le travail. Laissez tomber, Charles-Antoine, il connaît même pas le mot. Un travail, c'est... Comment dire? Avec un travail, on paie ses dettes. Ah, comme ça, tous ensemble, avec vos camarades, vous allez... Travailler, père. C'est ça, travailler, vous allez travailler. Bah ouais. Ah, c'est sympa. Et vous faites ça tous les jours? Bah ouais. Il y a déjà eu beaucoup de projections pour les journalistes. Est-ce que vous avez invité votre famille aux projections? Oui, absolument. L'humour, cette famille? Ah oui, cette famille. Non, ils sont très rigolos. Non, ils ont bien aimé. Ils sont tous dans le film, beaucoup sont dans le film. Ah bon? Oui. Et donc... Non, mon père, par exemple, fait le curé dans le film alors qu'il est protestant. Donc voilà. Il y a un petit glissement de terrain qu'il a accepté avec humour. Voilà. Mais et moi j'aime bien qu'il y ait dans les films un peu les familles de tout le monde. Donc il y a ma famille, mais il y a aussi les familles de tous des techniciens, de tout le monde. Je vais vous parler maintenant de l'histoire d'Almodis. Donc c'est une jeune femme comme vous, Charlotte, qui est issue de la noblesse, et comme vous, qui a décidé de devenir comédienne assez sur le tard. Elle est encore jeune, elle a 34 ans. Elle a décidé de devenir comédienne il y a 2 ans simplement. Une idée qui est plutôt jugée fantasque dans sa famille à elle. Ça a été le cas au tout début quand vous avez commencé? Non, on a parlé un petit peu justement dans les coulisses. D'abord, je voulais dire que comme moi, elle est assez gâtée au niveau de son prénom. Hein, c'est sympa de s'appeler Almodis. Almodis. Oui. Non, moi, mes parents étaient un peu inquiets parce que moi, je suis plutôt d'une famille aristo un peu loufoque, un peu quand même déjà un peu décalée. Non, ils étaient un peu inquiets et comme plein de gens qui connaissent pas du tout cet univers. Peur que vous fassiez manger par la petite bête, par les petits cochons? Non, pas du tout. Ma petite sœur me disait, j'espère que tu vas pas faire des films de sexe nu. Mais j'ai dit comment ça? Et mon père me dit, écoute, je veux bien actrice.
actrice, mais pas de film pornographique. Je dis, mais enfin, et pour plein de gens, c'est vrai, actrice, ça fait un peu comme autrefois. On n'était même pas enterrés dans les cimetières. Donc c'était un métier qui leur faisait vachement peur. Ils souhaitaient que vous soyez avocate à l'origine. Ils auraient préféré un métier plus tranquille. Voilà, ça c'est sûr, oui. On regarde la vie d'Elle Maudisse et puis on la reçoit avec vous. Ce sera l'occasion d'échanger quelques propos. Voici sa vie et son histoire. Alors, je suis donc la fille de Laurine Desmery et Patrice du Puy-Montbrun. Ce sont toutes les deux, donc la famille Puy-Montbrun et Emery, des noblesses d'épée. La noblesse d'épée est la plus prestigieuse car elle a conquis ses titres sur les champs de bataille. Nous avons un château familial du côté de maman, du côté des Emery, qui s'appelle l'Abrègement. L'Abrègement était une grande exploitation agricole et forestière. Il y avait une intendance, je dirais, d'une vingtaine de personnes. Enfin, avec beaucoup d'humour, j'ai envie de dire, l'aristocratie dans toute sa splendeur. Alors, je suis très fière de faire partie de la noblesse. J'ai été élevée avec le sens du devoir. Ça fait cette fameuse phrase, on n'est pas n'importe qui. Je porte en moi des valeurs dont je suis fière, que je partage aujourd'hui. Le travail, l'amour des autres, le respect des générations anciennes, l'amour de son pays. On m'a appris les bonnes manières sans forcément être prout-prout. Dans la famille d'Elle Maudisse, le vouvoiement est tout de même de rigueur. Alors maman, comment ça s'est passé votre dîner hier à l'Abrègement? Les vieux copains, dîner de copains. Et alors comment vous étiez habillée? Ah bah tu sais chérie, je te l'avais pas dit, mais j'avais pris une paire de tes boucles d'oreilles. J'ai reçu une éducation stricte, le vouvoiement de mes parents en signe de respect. Moi je suis pas contre que mes enfants me tutoient, mais je trouverais ça tout de même peut-être bizarre d'être tutoyée alors que j'ai toujours vouvoyé. J'ai reçu une éducation religieuse. Nous sommes catholiques dans la famille. Mon frère et moi, avec mes grands-parents et maman, allions à la messe presque tous les dimanches. Aujourd'hui, je suis toujours pratiquante. Je vais à l'église près de chez moi à Paris. J'ai besoin de me ressourcer. Cela me fait du bien. Et il est vrai que prier le petit Jésus me permet, je dirais, de faire ressurgir en moi ma partie divine. Faire partie de l'aristocratie, c'est aussi une obligation d'excellence, parfois bien difficile à atteindre. Papa souhaitait que je fasse une école d'ingénieur, parce que c'est ce qu'il a fait lui aussi. Et il s'est bien rendu compte, au fur et à mesure de mes notes et de mon avancée d'éducation, que voilà, j'avais pas effectivement le niveau requis pour faire une grande école d'ingénieur ou même une école d'ingénieur tout court. Voilà, donc j'ai pris un autre chemin. Et aujourd'hui, après 10 ans de vie professionnelle, j'ai choisi d'être comédienne. Je vous demande d'accueillir Elle Maudisse qui est avec nous. Oh, elle est jolie. Bonjour, enchanté. Allez, Charlotte de Turquem et Armel. On va se pousser un petit peu pour être plus... Vous êtes bien installée? Oui, très bien. Vous êtes bien jolie en tout cas. Écoutez, qu'est-ce que vous faisiez comme boulot avant de devenir comédienne? J'étais chargée de communication pour un architecte. Comment vous avez pris cette décision? En fait, j'avais cette envie d'être comédienne déjà depuis très longtemps en moi. J'étais un peu, vous savez, dans les fêtes de famille, un peu exubérante. J'aimais prendre le micro. Enfin, c'était. Faites comme chez vous, faites comme pendant les fêtes de famille. Et puis, en fait, j'avais cette envie en moi et j'avais pas forcément la possibilité de pouvoir en fait, le dire à ma famille ou de me lancer en fait. Vos parents n'ont pas eu peur quand vous avez changé de métier que vous fassiez des films de sexe nu? En fait, je suis pas sûre d'être déjà capable de faire du porno. Ah oui? Ça, effectivement, bon, ça demande quand même une certaine disposition. Non, mais j'en ai pas fait. Hein. Non, mais je sais bien. Et on n'est pas obligé d'en faire pour réussir. C'est vrai. Ça vous étonne qu'elle ait attendu l'âge de 32 ans pour se lancer dans sa passion? Non. Vous aviez peur de leur faire de la peine un petit peu, ou qu'ils ne vous comprennent pas en tout cas? Oui, voilà.
c'est vrai que les parents veulent toujours le mieux pour leurs enfants. Je ne sais pas s'ils veulent le mieux pour leurs enfants. Je pense que, maintenant, moi qui suis mère de famille, en fait, je m'aperçois qu'on ne peut pas s'empêcher de tomber dans le travers, entre guillemets, de voir quelque chose de rassurant, plus que de bien. Parce que, et rassurant, c'est souvent ce qu'on connaît. C'est-à-dire, ton père était ingénieur, tu veux que je sois ingénieur. Il veut être ingénieur, voilà. C'est ça. Donc si vos enfants seront comédiens, en revanche, vous, ça ne vous gênera pas. Comment vous avez expliqué ça à vos parents? Vous avez pris des pincettes? Oui, des pincettes. Oui. Tu as fait une réunion publique? Non. C'est un genre de coming out, très ouvert. Oui, voilà, très ouvert. Maman, il faut que je vous parle? Non, pas du tout. Non. Comment vous avez fait? Dites-nous. Voilà, maman, écoutez, j'ai pris ma décision, je voudrais être comédienne et voilà, j'ai besoin de votre soutien. Maintenant, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est mon histoire et c'est ce que je veux faire et voilà. Autrefois, vous auriez été religieuse, puisque vous étiez cadette. Je ne sais pas. Dans la tradition, si. Donc le fils aîné était soldat? Non, reprenait le patrimoine. Le patrimoine. Et après, l'armée, l'église. L'église. Le premier avait la maison, le deuxième partait à la guerre et le troisième était curé. Et qui était curé. D'accord. Voilà. Et pareil pour les filles. À peu de choses près, vous auriez été religieuse, comme disait Armelle. Elle me dit, ça vous fait quoi de penser à ça? Et vous, Charlotte, vous pensez que vous auriez été religieuse? Vous auriez... oui, bien sûr, vous auriez été religieuse. Mais vous? Moi, il y en avait déjà une au-dessus qui était religieuse, qui était ma sœur. Moi, j'aurais été actrice, je pense. Vous avez une sœur religieuse? Mais non, je rigole. Bon, d'accord, excusez-moi, je crois tout. Alors, attention. De toute façon, il s'agit de vocation. Oui. Elle me dit, c'est Charlotte de Turckheim nous raconte leur enfance avec Messe du dimanche et Smock. Juste après cet appel à témoins, soyez attentifs, il s'agit peut-être de votre histoire. Vous avez fait un bébé éprouvette. Vous êtes une grand-mère rock'n'roll, décalée et énergique. Vous avez fait interner un proche. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Thierry et Audrey. Ils désirent avoir un enfant, mais Thierry est stérile. J'ai vécu un peu cette impossibilité d'avoir un enfant comme un handicap, comme un coup d'arrêt pour l'avenir. Cette souffrance de ne pas pouvoir avoir un enfant, et elle est là tous les jours, présente tous les jours. Et aussi l'histoire de Christophe, un homme infertile qui a l'impression d'avoir perdu sa virilité. J'ai disjoncté, j'avais envie de changer de vie, j'avais envie de quitter Audrey. Pendant quelques mois, j'étais plus moi-même, justement. Il y a eu un clash entre nous. Entre-temps, il a rencontré quelqu'un. Il s'est dit que c'était toujours un homme, qu'il pouvait toujours séduire et prouver aux gens que même s'il pouvait pas avoir un enfant, c'était pas quelqu'un de fini, quoi. Seule solution, le don de sperme. Un donneur de sperme a accepté de nous parler anonymement. L'enfant du don, ce n'est pas l'enfant du donneur. Je n'ai plus de droit sur ces enfants-là. Et l'histoire d'un duel pas comme les autres, les deux doyennes des Français, 112 ans chacune. Leurs petits-enfants viendront nous donner de leurs nouvelles. Elle a dû marcher jusqu'à 98 ans, époque à laquelle elle s'est cassé le col du fémur. Et elle en veut énormément au médecin qui n'a pas voulu lui faire de la rééducation. Elle lui souhaite la mort tous les jours. Nous sommes avec Elmodie Armelle et Charlotte de Turckheim. Aujourd'hui, c'est mercredi. Il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent aujourd'hui. Donc je voudrais savoir ce que vous avez reçu de bon dans cette éducation un peu particulière que reçoivent les nobles, qui est quelque chose qui est à conseiller ou à répliquer dans les familles d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, contrairement aux idées reçues, le travail et l'amour des autres. Ce sont les grands principes? Les grands principes, oui. Le respect des autres dans leur ensemble? Et la discrétion aussi. Moi, je pense moi, ce que je sais d'avoir reçu, que je trouve formidable, c'est le respect des autres, l'ouverture aux autres. Et que, contrairement à ce qu'on pense, dans les valeurs aristocratiques, il y a aller vers l'autre et être très accueillant. Et donc, les gens, je crois, confondent quand même beaucoup les valeurs aristo et les valeurs bourgeoises. Chez le bourgeois, on met l'argent comme valeur numéro 1, pas chez l'aristo. J'espère que ça fait partie de toute éducation. Oui, mais cela dit, c'est ça aussi que je voulais dire, qui est vachement important, c'est qu'il n'y a pas que les aristos qui sont bien élevés, respectueux des autres, qui tendent la main et qui n'érigent pas l'argent comme première valeur, évidemment. Après, il y a tous les petits trucs qui sont sont plus du domaine des bonnes manières, comme vous le disiez dans le reportage. Alors, le baise-main, j'ai essayé de faire de mon mieux tout à l'heure, Charlotte, quand vous êtes arrivée. Quoi d'autre? À quoi on reconnaît un comportement aristocratique dans les petites choses de la vie? Mais alors... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des choses idiotes
qui fait que chaque communauté se reconnaît entre des elles. codes. Il y a Voilà, des qu'il y a des codes. Il y a beaucoup de non-dits aussi. Voilà. Donc, et moi, par exemple, c'est les chaussures. Voilà, les chaussures des hommes sont. On reconnaît Elle me dit qu'elle regarde les miennes. Super bien ciré. Ouais. Super bien ciré, je vous remercie beaucoup. Particulièrement les godasses des mecs, t'es d'accord hein? T'es d'accord, Armel? Bon, évidemment, il y a la chevalière, évidemment, quelqu'un qui vous fait un baise-main. Il ne faut pas toucher la main avec les lèvres. Si vous embrassez, c'est dramatique. Quelqu'un qui vous fait un baise-main et qui vous touche la lèvre avec la main, vous savez qu'il n'est pas aristo. D'accord, donc il prend une baffette. Non, et il ne doit pas faire le baise-main des jeunes filles d'ailleurs. Voilà. Ah bon? Ni Seulement dans les les mariés publics. Ni dans les publics. Pourquoi? Sinon ça pourrait passer comme une tentative de Sinon, uniquement les femmes mariées. C'est ça, mais si jamais on le faisait à une femme qui n'était pas mariée, ça voudrait dire que. On est à peu près 100. On est un peu à côté. Qu'on est à Manon. On est juste à côté. Qu'est-ce que vous garderez de votre rôle, Armel, des textes que vous avez eu à dire? Probablement pas scènes l'accent. Oui. La rencontre avec Charles. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Du bonheur. Vous pouvez nous faire un extrait de l'accent quand même qu'on le découvre ici? Ma mère, je suis votre bru, je vous dois respect. Néanmoins, je vous trouve un petit peu violente avec la noblesse étrangère. Absolument. C'est Marie-Antoinette, quoi. Un peu de choses près. Charlotte, vous êtes également la marraine d'une association caritative Enfants d'Asie qui aide notamment les orphelins philippins. Oui. Quel sens vous donnez à cet engagement? Ouais, moi, c'est extrêmement important pour moi, d'abord parce que je me suis engagée depuis maintenant plus de 8 ans. J'étais faire un film là-bas avec des petites filles des rues. Et puis, voilà, on a monté ce centre là-bas. Et donc, c'est absolument merveilleux de voir à quel point ça marche. Parce que maintenant, presque 10 ans après, on a 160 filles qui sont à la fac. Et quand on sait qu'elles viennent des bidonvilles... Oh là là, c'est incroyable. Il faut une sacrée motivation. Il faut une sacrée motivation, voilà. Vous savez, noble, c'est le contraire d'ignoble. C'est ça la noblesse. Mais apprenons le français avec Armel. Mais Armel, on va faire un programme pour apprendre le français à parler correctement avec vous, si vous en avez le temps. C'est le contraire d'ignoble. Noble, c'est le contraire d'ignoble. Je pense que c'est toi qui as trouvé ça, je trouve ça vachement bien. Ce sera le mot de l'avant-fin. Charlotte, vous nous avez apporté un de vos objets fétiches, qui est symbolique également. Vous l'avez avec vous? Oui, c'est une très jolie croix de Fatma que j'ai achetée à Jérusalem. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un très beau symbole de mélange de plein de choses. Et c'est entre autres, j'ai plein de choses comme ça qui me portent bonheur. Vous la gardez près de vous? Et je la garde, oui, je l'ai toujours, pas avec moi tout le temps, mais je l'ai toujours dans ma chambre, accrochée avec plein d'autres choses. J'ai 7 grains de blé que j'ai ramassés dans un champ aussi à côté de Jérusalem. J'ai une très jolie photo de Amma, qui est une religieuse bouddhiste. Plein de choses dis donc, les bouddhistes, alors la main de Fatma, Jérusalem, les cathos et les protestants. Tout le monde était réuni aujourd'hui. Dans toutes les religions. C'est comme ça qu'il faut faire. Les Arestos sort mercredi prochain, le 20 septembre. Je vous souhaite tout le bonheur que je pense que ça va marcher. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Allez, je reprends.